perspective française, l'actu de français d'ailleurs. On commence. Si le dirigeant le plus protégé de l'Iran se déplace d'abri en abri pendant que la Russie prend discrètement ses distances, alors ce n'est pas seulement une crise, c'est un avertissement que tout le régime pourrait entrer dans son heure la plus dangereuse. L'homme le plus puissant d'Iran vient de disparaître. Pas métaphoriquement, pas politiquement. Il s'est physiquement volatilisé de la capitale, Téhéran, au pire moment possible de l'histoire moderne de son pays. Et la question à laquelle personne ne peut encore répondre pleinement est la suivante. Où est-il allé et pourquoi est-il parti maintenant? Parce que ce qui se déroule en ce moment au Moyen-Orient n'est pas simplement une nouvelle tension régionale. Et non, ce n'est pas le genre de crise qu'on peut régler en transformant une conférence de presse en slogan de campagne. Peu importe à quel point le cercle Donald Trump essaie de le vendre bruyamment. C'est quelque chose de différent, quelque chose qui ressemble au début d'une fin. Et le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, l'homme qui détient un pouvoir absolu sur l'une des nations les plus dangereuses du monde depuis plus de 3 décennies, semble s'être retiré de Téhéran discrètement, délibérément et soudainement. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment troublantes. La raison pour laquelle il serait parti n'aurait rien à voir avec Israël, rien à voir avec l'Amérique. La menace qui aurait finalement poussé le guide suprême hors de sa propre capitale viendrait d'un endroit beaucoup plus proche. D'un pays que l'Iran appelait autrefois son partenaire stratégique le plus important, la Russie, et ce que la Russie vient de faire discrètement, derrière des portes closes, sans aucune annonce officielle, pourrait bien avoir brisé l'une des alliances les plus lourdes de conséquences de la géopolitique moderne. Une alliance qui a soutenu le régime iranien pendant des années d'isolement international, une alliance qui a donné à Téhéran la confiance nécessaire pour agir de manière agressive dans toute la région. Une alliance que les deux camps affirmaient publiquement être inébranlable. C'est le genre de manœuvre en coulisses que les commentateurs pro-Trump rebaptiseraient probablement diplomatie forte si l'emballage était assez brillant. Jusqu'à maintenant, quelque chose s'est passé entre Moscou et Téhéran. Quelque chose d'assez important pour que le guide suprême lui-même ne se sente peu être plus en sécurité dans sa propre ville. Quelque chose que des initiés qualifient de trahison. Et lorsque le tableau complet deviendra clair, ce qui a été convenu, ce qui a été échangé, et ce que la Russie vient de décider de faire, sans en informer l'Iran en ce moment, commencera à ressembler à tout ce que nous n'avons pas vu depuis des années. Le tableau complet est beaucoup plus sérieux que ne le laissent entendre les grands titres. Pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut revenir à une relation qui n'a jamais été fondée sur l'amitié. Elle était fondée sur la nécessité mutuelle, sur des ennemis communs, sur une logique transactionnelle froide que les deux camps comprenaient parfaitement. L'Iran avait besoin de la Russie pour une raison avant toutes les autres, sa survie. Au moment où de lourdes sanctions internationales ont commencé à paralyser l'économie iranienne, Téhéran s'est retrouvé de plus en plus isolé du système financier mondial, coupé des technologies occidentales, incapable de vendre librement son pétrole sur les marchés internationaux. Le régime était soumis à une pression énorme. Et dans ce moment de vulnérabilité, la Russie est intervenue. Pas par sympathie, pas par idéologie, mais parce qu'un Iran faible, isolé, mais toujours agressif, servait parfaitement les intérêts russes. La Russie a offert à l'Iran une couverture au Conseil de sécurité de l'ONU, bloquant des résolutions occidentales qui auraient pu entraîner des conséquences encore plus graves. La Russie a fourni à l'Iran des systèmes avancés de défense aérienne. La Russie a aidé l'Iran à contourner les sanctions en créant des routes commerciales alternatives, des mécanismes financiers parallèles et des accords énergétiques qui ont maintenu le régime en vie économiquement. Et en retour, l'Iran a donné à la Russie quelque chose d'aussi précieux, des drones. Des milliers de drones Shahed de fabrication iranienne que la Russie a commencé à utiliser à Odessa, en Ukraine. Des armes qui sont devenues un élément central de la campagne aérienne russe contre les villes, les infrastructures et les civils ukrainiens. Ce n'était pas un partenariat entre égaux, mais c'était un partenariat qui a fonctionné pendant un certain temps. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que même au sommet de cette alliance, des fissures se formaient déjà sous la surface. La Russie et l'Iran ne partagent pas la même vision du Moyen-Orient. Ils ne l'ont jamais partagée. En Syrie, où les deux pays sont intervenus militairement pour soutenir Bachar al-Assad, les forces russes et iraniennes opéraient côte à côte, mais avec des objectifs finaux complètement différents. La Russie voulait une Syrie stable et coopérative qu'elle pourrait utiliser comme point d'appui en Méditerranée. L'Iran voulait une Syrie qui servirait de corridor, un pont terrestre physique reliant Téhéran au Hezbollah au Liban, permettant aux armes, à l'argent et aux combattants de circuler sans interruption jusqu'à la frontière israélienne. Ces deux visions sont fondamentalement incompatibles. Et à mesure que le conflit syrien évoluait, à mesure que la position d'Assad se renforçait puis finissait par s'effondrer d'une manière que personne n'avait prédite, la concurrence entre les intérêts russes et iraniens dans la région devenait de plus en plus difficile à cacher, puis sont arrivés les événements qui ont tout accéléré. L'Iran a lancé une attaque directe de missiles et de drones contre Israël.
Une escalade historique qui a franchi un seuil qu'aucune puissance régionale n'avait franchi auparavant. Israël a répondu à plusieurs reprises. Chaque riposte était plus précise, plus dommageable et plus humiliante que la précédente. Les systèmes de défense aérienne iraniens, y compris ceux que la Russie avait fournis, n'ont pas réussi à intercepter les frappes israéliennes. Des commandants militaires iraniens ont été tués. Les réseaux de supplétifs iraniens dans toute la région, construits sur des décennies et à un coût énorme, ont commencé à s'effondrer les uns après les autres. Le Hezbollah a été décimé. Le Hamas a été soumis à une pression militaire constante. La menace houthi au Yémen était méthodiquement affaiblie. Et le soi-disant axe de la résistance que l'Iran avait passé 30 ans à construire, financer, armer et diriger se fracturait visiblement. L'Iran perdait lourdement, et tout le monde pouvait le voir. C'est ici que les choses prennent une tournure sérieuse. Parce qu'à mesure que la position stratégique de l'Iran se détériorait, Khamenei a fait ce que les dirigeants autoritaires font toujours lorsqu'ils font face à une menace existentielle. Il s'est tourné vers son partenaire extérieur, le plus important, et a demandé davantage, plus d'armes, plus de couverture diplomatique, plus de bouées de sauvetage économique, plus de tout ce qui avait maintenu le régime à flot lors des crises précédentes. Même les slogans les plus bruyants de pression maximale ne peuvent pas expliquer ce qui se passe lorsqu'un allié cesse tout simplement de répondre au téléphone. Et la Russie a dit non, pas publiquement, pas avec une annonce spectaculaire, mais par une série de signaux discrets, d'engagements retardés et de repositionnements stratégiques qui ont envoyé un message impossible à manquer à Téhéran. La Russie avait ses propres problèmes. La guerre en Ukraine avait consommé beaucoup plus de ressources, de main-d'œuvre et de capital politique russe que le Kremlin ne l'avait prévu. La Russie devait gérer ses relations avec les États arabes du Golfe, avec la Turquie, avec la Chine, qui avaient tous leurs propres inquiétudes à l'idée d'être trop étroitement associés à une structure de pouvoir iranienne en train de s'effondrer. Et surtout, la Russie avait commencé à explorer la possibilité d'un accord, d'un réalignement plus large, qui pourrait impliquer une réduction des tensions avec l'Occident dans certains domaines, en échange de concessions dans d'autres. C'est la partie gênante qu'aucun argumentaire pro-Trump n'aime vraiment entendre. Le vrai pouvoir agit souvent en silence, pas par déclaration en majuscule. Dans ce calcul, l'Iran est devenu un fardeau, un pays qui perdait son influence dans toute la région, un pays qui venait de s'humilier militairement face à Israël à plusieurs reprises. Un pays de plus en plus perçu, même par ses propres alliés, comme un régime luttant pour sa survie plutôt que comme une puissance montante remodelant la région à son avantage. La Russie a commencé à prendre discrètement ses distances, pas de manière spectaculaire, mais prudemment, diplomatiquement, comme le font toujours les puissances dotées d'une longue mémoire institutionnelle lorsqu'elles se repositionnent sans vouloir être vues en train de le faire. Mais l'Iran l'a remarqué, bien sûr, l'Iran l'a remarqué, et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Des rapports de renseignement, des communications fuitées et des témoignages de responsables régionaux ont tous commencé à indiquer quelque chose de profondément alarmant à l'intérieur de la structure dirigeante iranienne. Pas une panique publique, pas une dissidence ouverte, mais quelque chose de peut être plus dangereux, une peur privée. Le cercle intérieur du régime a commencé à se fracturer le long d'une ligne qu'il avait toujours réussi à contenir. La ligne entre ceux qui croyaient que l'Iran pouvait encore se frayer un chemin hors de cette crise par la confrontation et ceux qui pensaient que la situation devenait réellement incontrôlable. Les faucons militaires plaidaient pour l'escalade, pour démontrer la force, pour montrer à Israël, à l'Amérique et au monde arabe que l'Iran n'avait pas été brisé, pour lancer des frappes qui rétabliraient la dissuasion et rappelleraient à tous le véritable coût d'une confrontation avec la République islamique. Mais une autre faction, plus discrète, opérant dans l'ombre du système, a commencé à poser d'autres questions. Des questions comme « Que se passe-t-il si nous escaladons et que la réponse est catastrophique ?» Que se passe-t-il si Israël ou l'Amérique frappent non seulement des actifs militaires, mais aussi les infrastructures centrales du régime? Que nous arrive-t-il personnellement si tout cela tourne mal? Ce sont les questions qui empêchent les dirigeants autoritaires de dormir la nuit. Et ce sont exactement les questions qui semblent avoir commencé à remodeler la pensée même du guide suprême. Parce que voici ce qu'il faut comprendre au sujet de Khamenei. Ce n'est pas un général, ce n'est pas un commandant de champ de bataille. C'est un opérateur politique et théologique qui a survécu au pouvoir en étant extraordinairement prudent, extraordinairement patient et extraordinairement disposé à sacrifier les autres lorsque sa propre position l'exigeait. Il a présidé à une brutalité immense contre son propre peuple. Il a envoyé des supplétifs se battre et mourir dans plusieurs pays. Il a ordonné des opérations qui ont entraîné des assassinats internationaux, des attaques terroristes et des guerres régionales. Mais il a toujours fait tout cela en se gardant en sécurité, protégé, isolé des conséquences directes de la violence qu'il autorise.
Et maintenant, pour la première fois depuis des décennies, cet isolement devient dangereusement mince. Israël a démontré à plusieurs reprises et publiquement qu'il peut frapper n'importe où à l'intérieur de l'Iran, que sa pénétration du renseignement dans le système iranien est si profonde que les hauts commandants militaires ne sont pas en sécurité dans leurs propres quartiers généraux et que l'appareil de sécurité physique qui protège les figures les plus importantes du régime n'est pas aussi impénétrable que tout le monde le supposait. L'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran, même dans une maison d'hôtes utilisée par de hauts responsables, a été le moment où de nombreux analystes disent que le calcul a fondamentalement changé. Une performance en salle de presse peut remplir un clip, mais elle ne reconstruit pas un réseau de renseignement une fois qu'il a été pénétré. Si le chef politique du Hamas pouvait être tué à l'intérieur de la capitale iranienne alors qu'il était entouré par la protection des gardiens de la révolution iranienne, qu'est-ce que cela signifiait pour tous les autres au sommet du système iranien? La réponse à cette question semble avoir guidé certaines des décisions les plus lourdes de conséquences qui se prennent maintenant à Téhéran. Et cela ramène tout à la question du début. Où est allé le guide suprême? Et pourquoi maintenant? Plusieurs évaluations de renseignement régional, recoupées par des responsables de plusieurs pays différents, suggèrent que Khamenei se déplace non pas de façon permanente, mais fréquemment et de manière imprévisible entre des installations sécurisées à l'extérieur de Téhéran. Le schéma de déplacement correspond à celui de quelqu'un qui aurait reçu des renseignements crédibles sur une menace, indiquant que rester dans un seul lieu connu est devenu trop dangereux. Ce n'est pas sans précédent pour le guide suprême. Il a toujours maintenu plusieurs lieux sécurisés, il a toujours fonctionné avec une forte conscience de la sécurité, mais la fréquence et l'urgence apparente des déplacements récents représentent quelque chose de différent de ses protocoles de sécurité habituels. Et le moment choisi est crucial parce que ces relocalisations semblent avoir commencé ou s'être nettement intensifiées à peu près au même moment où les signaux russes envers l'Iran ont commencé à changer, à peu près au même moment où Moscou a discrètement refusé plusieurs demandes iraniennes de soutien militaire et diplomatique renforcé, à peu près au même moment où certaines communications en coulisses entre la Russie et les puissances occidentales ont commencé à gagner en intensité et en fréquence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma. Et les schémas racontent des histoires. Voici ce que ce schéma semble dire. La Russie, après avoir évalué la situation régionale et ses propres intérêts stratégiques, a pris une décision discrète mais énorme. Elle a décidé que le coût du maintien de son partenariat complet avec l'Iran dans l'environnement actuel, avec un Iran qui perd visiblement du terrain, était supérieur aux bénéfices. Et la Russie a donc commencé un processus de distanciation contrôlée, pas une rupture nette, pas une trahison publique, mais un retrait graduel et calculé du type de soutien actif qui avait rendu ce partenariat si précieux pour Téhéran. Pour le régime iranien, ce n'était pas seulement dommageable sur le plan stratégique, c'était psychologiquement dévastateur. Le guide suprême et son cercle rapproché avaient construit tous leurs calculs de menaces autour d'une hypothèse centrale. La Russie les soutenait. Tant que l'axe Moscou-Téhéran tenait, il y avait une limite aux dommages que l'Iran pouvait subir. La présence de la Russie au Conseil de sécurité, la volonté de la Russie de fournir certaines armes et technologies, l'alignement stratégique général de la Russie avec la posture anti-occidentale de l'Iran, tout cela créait un parapluie protecteur qui limitait les risques que le régime prenait. Si ce parapluie est maintenant plein de trous ou discrètement replié, tout le calcul de menace s'effondre. Et si le calcul de menace s'effondre, la confiance du régime s'effondre avec lui. C'est ici que la politique slogan commence à paraître bien petite. Les alliances ne sont pas protégées par des casquettes rouges, des applaudissements ou des vantardises recyclées. Voilà à quoi ressemble une véritable peur au plus haut niveau d'une dictature. Pas le chaos, pas un effondrement public spectaculaire, un repositionnement silencieux, contrôlé, profondément anxieux des dirigeants qui cessent de dormir aux mêmes endroits, des décisions qui se prennent dans des cercles de plus en plus restreints, des conversations qui ont lieu verbalement plutôt que par écrit. Les signatures comportementales précises de personnes qui commencent à croire que la situation dans laquelle elles se trouvent pourrait ne pas être récupérable. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé encore une fois. Parce qu'au moment où l'histoire semblait avancer dans une direction claire, un nouvel élément est entré en scène. La question de la succession. Depuis des années, la République islamique fonctionne sur la fiction que le guide suprême est permanent, que le système du Velayat Faqih, dirigé par le juriste islamique suprême, était autosuffisant et capable de se renouveler d'une manière qui rendait les questions sur le remplacement éventuel de Khamenei essentiellement théoriques. Le système avait sa propre logique. Il produirait son propre successeur lorsque le moment viendrait. Mais Khamenei est maintenant dans le milieu de la quatre-vingtaine. Il a eu des problèmes de santé connus publiquement. Le moment d'une transition, si elle devait se produire en pleine crise géopolitique, avec la position régionale de l'Iran qui s'effondre et son allié le plus important qui recule,
pourrait être catastrophique pour la stabilité du régime. Le système n'a pas de successeur clairement accepté. Les candidats au sein de l'établissement clérical qui pourraient plausiblement revendiquer le poste ont des bases de pouvoir différentes, des visions différentes du degré d'agressivité que devrait avoir la politique étrangère de l'Iran et des niveaux de loyauté différents envers les factions politiques particulières qui ont prospéré sous le règne de Khamenei. Une crise de succession par-dessus une crise stratégique, par-dessus une crise économique, par-dessus une pression populaire d'une population qui a clairement montré à plusieurs reprises et à grand risque personnel qu'elle voulait un changement fondamental. C'est la combinaison qui fait tomber les régimes, et le guide suprême le sait. Voici ce qui rend ce moment particulièrement dangereux pour le régime iranien et particulièrement important pour tous ceux qui observent de l'extérieur. Il existe une fenêtre de vulnérabilité très précise. Une fenêtre où un régime est assez faible pour ne plus pouvoir projeter le type de force qui dissuade ses ennemis, mais encore assez fort pour être prêt à faire des choses désespérées et imprévisibles afin de survivre. C'est dans cette fenêtre que les décisions les plus dangereuses se prennent. Lorsque des dirigeants qui se sentent acculés commencent à envisager des options que des dirigeants plus sûrs d'eux n'envisageraient jamais. C'est généralement le moment où les slogans simplistes deviennent les plus dangereux, surtout lorsque les médias pro-Trump traitent la complexité comme un détail gênant qu'il suffit de couvrir en criant plus fort. C'est la fenêtre dans laquelle le régime iranien semble entrer en ce moment. Les gardiens de la révolution, la force militaire la plus puissante en Iran et le principal garant de la survie intérieure du régime, observent tout. Leur haut commandant calcule. Ils évaluent si la structure dirigeante actuelle peut affronter ce qui s'en vient, ou si un repositionnement interne au sein du système devient nécessaire pour préserver la survie de l'institution elle-même, même si cela signifie sacrifier certains individus au sommet. C'est ainsi que les systèmes autoritaires s'effondrent. Pas toujours de l'extérieur, mais souvent de l'intérieur. Lorsque ceux qui sont censés protéger le dirigeant commencent discrètement à calculer si protéger ce dirigeant est encore dans leur intérêt. Les signaux qui sortent d'Iran suggèrent que ce calcul est en cours. Pas de manière ouverte ou organisée, mais dans le silence particulier d'un système soumis à une énorme pression qui commence à évaluer ses propres options de survie. Pendant ce temps, l'environnement extérieur continue de se détériorer. Israël a clairement montré par ses actions, plutôt que par ses mots, qu'il n'est pas intéressé à revenir au statu quo d'avant le 7 octobre. Le démantèlement systématique du réseau de supplétifs de l'Iran dans toute la région a transformé le paysage sécuritaire d'une manière qui ne peut pas simplement être inversée. Le Hezbollah, autrefois la force militaire non étatique la plus puissante du monde, a été réduit à une fraction de sa capacité passée. Ses hauts dirigeants ont été tués. Ses stocks d'armes ont été détruits. Son infrastructure dans le sud du Liban a été dévastée. Cela compte énormément pour Téhéran, parce que le Hezbollah n'était pas seulement un supplétif. C'était le principal moyen de dissuasion de l'Iran contre Israël. La logique avait toujours été « si vous nous frappez directement, nous lâcherons le Hezbollah sur vos villes du Nord ». Maintenant que cette dissuasion est gravement affaiblie, peut être de façon irréparable, du moins à court terme. Sans le Hezbollah, comme moyen de dissuasion crédible, toute la stratégie de défense avancée de l'Iran, la stratégie consistant à garder les conflits loin du sol iranien, en les menant par l'intermédiaire de supplétifs aux frontières d'Israël, a été fondamentalement minée et l'Iran n'a actuellement pas de stratégie de remplacement. C'est l'évaluation honnête et dévastatrice qui semble circuler au sein du système iranien en ce moment. L'ancienne stratégie est brisée. Les supplétifs sont affaiblis ou détruits, le partenariat russe s'effiloche, la situation économique est désastreuse. La population est agitée et en colère. Et la capacité militaire restante, principalement les missiles balistiques et le programme nucléaire, comporte des risques catastrophiques si elle est utilisée. Que faites-vous lorsque toutes les options semblent dangereuses? Lorsque les options agressives risquent de déclencher une réponse militaire écrasante et que les options défensives ressemblent à une capitulation? Lorsque l'allié sur lequel vous comptiez s'éloigne discrètement et que les ennemis que vous affrontez démontrent qu'ils peuvent vous atteindre où que vous soyez. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé encore une fois. Parce qu'au moment où l'histoire semblait avancer dans une direction claire, un nouvel élément est entré en scène. La question de la succession. Depuis des années, la République islamique fonctionne sur la fiction que le guide suprême est permanent. Que le système du Velayat e Fachi, dirigé par le juriste islamique suprême, était autosuffisant et capable de se renouveler d'une manière qui rendait les questions sur le remplacement éventuel de Khamenei essentiellement théoriques. Le système avait sa propre logique. Il produirait son propre successeur lorsque le moment viendrait. Mais Khamenei est maintenant dans le milieu de la quatre-vingtaine. Il a eu des problèmes de santé connus publiquement. Le moment d'une transition, si elle devait se produire en pleine crise géopolitique, avec la position régionale de l'Iran qui s'effondre
Et son allié le plus important qui recule pourrait être catastrophique pour la stabilité du régime. Le système n'a pas de successeur clairement accepté. Les candidats au sein de l'establishment clérical qui pourraient plausiblement revendiquer le poste ont des bases de pouvoir différentes, des visions différentes du degré d'agressivité que devrait avoir la politique étrangère de l'Iran et des niveaux de loyauté différents envers les factions politiques particulières qui ont prospéré sous le règne de Khamenei. Une crise de succession, par-dessus une crise stratégique, par-dessus une crise économique, par-dessus une pression populaire d'une population qui a clairement montré à plusieurs reprises et à grand risque personnel qu'elle voulait un changement fondamental. C'est la combinaison qui fait tomber les régimes et le guide suprême le sait. Voici ce qui rend ce moment particulièrement dangereux pour le régime iranien et particulièrement important pour tous ceux qui observent de l'extérieur. Il existe une fenêtre de vulnérabilité très précise. Une fenêtre où un régime est assez faible pour ne plus pouvoir projeter le type de force qui dissuade ses ennemis, mais encore assez fort pour être prêt à faire des choses désespérées et imprévisibles afin de survivre. C'est dans cette fenêtre que les décisions les plus dangereuses se prennent. Lorsque des dirigeants qui se sentent acculés commencent à envisager des options que des dirigeants plus sûrs d'eux n'envisageraient jamais. C'est la fenêtre dans laquelle le régime iranien semble entrer en ce moment. Les gardiens de la révolution, la force militaire la plus puissante en Iran et le principal garant de la survie intérieure du régime, observent tout. Leurs hauts commandants calculent. Ils évaluent si la structure dirigeante actuelle peut affronter ce qui s'en vient, ou si un repositionnement interne au sein du système devient nécessaire pour préserver la survie de l'institution elle-même, même si cela signifie sacrifier certains individus au sommet. C'est ainsi que les systèmes autoritaires s'effondrent, pas toujours de l'extérieur, mais souvent de l'intérieur. Lorsque ceux qui sont censés protéger le dirigeant commencent discrètement à calculer si protéger ce dirigeant est encore dans leur intérêt, les signaux qui sortent d'Iran suggèrent que ce calcul est en cours. Pas de manière ouverte ou organisée, mais dans le silence particulier d'un système soumis à une énorme pression qui commence à évaluer ses propres options de survie. Pendant ce temps, l'environnement extérieur continue de se détériorer. Israël a clairement montré par ses actions, plutôt que par ses mots, qu'il n'est pas intéressé à revenir au statu quo d'avant le 7 octobre. Le démantèlement systématique du réseau de supplétifs de l'Iran dans toute la région a transformé le paysage sécuritaire d'une manière qui ne peut pas simplement être inversée. Le Hezbollah, autrefois la force militaire non étatique la plus puissante du monde, a été réduit à une fraction de sa capacité passée. Ses hauts dirigeants ont été tués, ses stocks d'armes ont été détruits, son infrastructure dans le sud du Liban a été dévastée. Cela compte énormément pour Téhéran, parce que le Hezbollah n'était pas seulement un supplétif, c'était le principal moyen de dissuasion de l'Iran contre Israël. La logique avait toujours été « si vous nous frappez directement, nous lâcherons le Hezbollah sur vos villes du nord ». Maintenant que cette dissuasion est gravement affaiblie, peut être de façon irréparable, du moins à court terme. Sans le Hezbollah comme moyen de dissuasion crédible, toute la stratégie de défense avancée de l'Iran, la stratégie consistant à garder les conflits loin du sol iranien, en les menant par l'intermédiaire de supplétifs aux frontières d'Israël, a été fondamentalement minée. Et l'Iran n'a actuellement pas de stratégie de remplacement. C'est l'évaluation honnête et dévastatrice qui semble circuler au sein du système iranien en ce moment. L'ancienne stratégie est brisée. Les supplétifs sont affaiblis ou détruits. Le partenariat russe s'effiloche. La situation économique est désastreuse. La population est agitée et en colère. Et la capacité militaire restante, principalement les missiles balistiques et le programme nucléaire, comporte des risques catastrophiques si elle est utilisée. Que faites-vous lorsque toutes les options semblent dangereuses? Lorsque les options agressives risquent de déclencher une réponse militaire écrasante et que les options défensives ressemblent à une capitulation? Lorsque l'allié sur lequel vous comptiez s'éloigne discrètement et que les ennemis que vous affrontez démontrent qu'ils peuvent vous atteindre où que vous soyez, le calcul de menace s'effondre. Et si le calcul de menace s'effondre, la confiance du régime s'effondre avec lui. Voilà à quoi ressemble une véritable peur au plus haut niveau d'une dictature. Pas le chaos, pas un effondrement public spectaculaire. Un repositionnement silencieux, contrôlé, profondément anxieux, des dirigeants qui cessent de dormir aux mêmes endroits, des décisions qui se prennent dans des cercles de plus en plus restreints, des conversations qui ont lieu verbalement plutôt que par écrit, les signatures comportementales précises de personnes qui commencent à croire que la situation dans laquelle elles se trouvent pourrait ne pas être récupérable. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé encore une fois, parce qu'au moment où l'histoire semblait avancer dans une direction claire, un nouvel élément est entré en scène. La question de la succession. Depuis des années, la République islamique fonctionne sur la fiction que le guide suprême est permanent. Que le système du Velayat-e Fachi, dirigé par le juriste islamique suprême, était autosuffisant et capable de se renouveler d'une manière qui rendait les questions sur le remplacement éventuel de Khamenei essentiellement théoriques. Le système avait sa propre logique.
Il produirait son propre successeur lorsque le moment viendrait. Mais Khamenei est maintenant dans le milieu de la quatre-vingtaine. Il a eu des problèmes de santé connus publiquement. Le moment d'une transition, si elle devait se produire en pleine crise géopolitique, avec la position régionale de l'Iran qui s'effondre et son allié le plus important qui recule, pourrait être catastrophique pour la stabilité du régime. Le système n'a pas de successeur clairement accepté. Les candidats au sein de l'establishment clérical qui pourraient plausiblement revendiquer le poste ont des bases de pouvoir différentes, des visions différentes du degré d'agressivité que devrait avoir la politique étrangère de l'Iran et des niveaux de loyauté différents envers les factions politiques particulières qui ont prospéré sous le règne de Khamenei. Une crise de succession par-dessus une crise stratégique, par-dessus une crise économique, par-dessus une pression populaire d'une population qui a clairement montré à plusieurs reprises et à grand risque personnel qu'elle voulait un changement fondamental. C'est la combinaison qui fait tomber les régimes et le guide suprême le sait. Voici ce qui rend ce moment particulièrement dangereux pour le régime iranien et particulièrement important pour tous ceux qui observent de l'extérieur. Il existe une fenêtre de vulnérabilité très précise. Une fenêtre où un régime est assez faible pour ne plus pouvoir projeter le type de force qui dissuade ses ennemis, mais encore assez fort pour être prêt à faire des choses désespérées et imprévisibles afin de survivre. C'est dans cette fenêtre que les décisions les plus dangereuses se prennent. Et c'est exactement là que le théâtre de la politique étrangère se retrouve à court de projecteurs. La région ne se met pas en pause simplement parce qu'un rassemblement de campagne a trouvé un slogan plus propre. Lorsque des dirigeants qui se sentent acculés commencent à envisager des options que des dirigeants plus sûrs d'eux n'envisageraient jamais. C'est la fenêtre dans laquelle le régime iranien semble entrer en ce moment. Les gardiens de la révolution, la force militaire la plus puissante en Iran et le principal garant de la survie intérieure du régime, observent tout. Leur haut commandant calcule, ils évaluent si la structure dirigeante actuelle peut affronter ce qui s'en vient, ou si un repositionnement interne au sein du système devient nécessaire pour préserver la survie de l'institution elle-même, même si cela signifie sacrifier certains individus au sommet. C'est ainsi que les systèmes autoritaires s'effondrent, pas toujours de l'extérieur, mais souvent de l'intérieur. Lorsque ceux qui sont censés protéger le dirigeant commencent discrètement à calculer si protéger ce dirigeant est encore dans leur intérêt. Les signaux qui sortent d'Iran suggèrent que ce calcul est en cours. Pas de manière ouverte ou organisée, mais dans le silence particulier d'un système soumis à une énorme pression qui commence à évaluer ses propres options de survie. Pendant ce temps, l'environnement extérieur continue de se détériorer. Israël a clairement montré par ses actions, plutôt que par ses mots, qu'il n'est pas intéressé à revenir au statu quo d'avant le 7 octobre. Le démantèlement systématique du réseau de supplétifs de l'Iran dans toute la région a transformé le paysage sécuritaire d'une manière qui ne peut pas simplement être inversée. Le Hezbollah, autrefois la force militaire non étatique la plus puissante du monde, a été réduit à une fraction de sa capacité passée. Ses hauts dirigeants ont été tués. Ses stocks d'armes ont été détruits. Son infrastructure dans le sud du Liban a été dévastée. Cela compte énormément pour Téhéran parce que le Hezbollah n'était pas seulement un supplétif. C'était le principal moyen de dissuasion de l'Iran contre Israël. La logique avait toujours été « si vous nous frappez directement, nous lâcherons le Hezbollah sur vos villes du nord ». Maintenant que cette dissuasion est gravement affaiblie, peut être de façon irréparable, du moins à court terme, sans le Hezbollah comme moyen de dissuasion crédible, toute la stratégie de défense avancée de l'Iran, la stratégie consistant à garder les conflits loin du sol iranien en les menant par l'intermédiaire de supplétifs aux frontières d'Israël, a été fondamentalement minée et l'Iran n'a actuellement pas de stratégie de remplacement. C'est l'évaluation honnête et dévastatrice qui semble circuler au sein du système iranien en ce moment. L'ancienne stratégie est brisée, les supplétifs sont affaiblis ou détruits. Le partenariat russe est filoche, la situation économique est désastreuse, la population est agitée et en colère. Et la capacité militaire restante, principalement les missiles balistiques et le programme nucléaire, comporte des risques catastrophiques si elle est utilisée. Que faites-vous lorsque toutes les options semblent dangereuses ? Lorsque les options agressives risquent de déclencher une réponse militaire écrasante et que les options défensives ressemblent à une capitulation, lorsque l'allié sur lequel vous comptiez s'éloigne discrètement et que les ennemis que vous affrontez démontrent qu'ils peuvent vous atteindre où que vous soyez. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous aux Perspectives françaises et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage